côté de Olivier Schnebeli, maestro de l'opéra Tancrède de Campra. Bonjour. Bonjour. Tancrède, c'est fondé sur de la musique baroque. Vous êtes, lorsqu'on lit votre biographie, on peut déceler que vous êtes vraiment un spécialiste de la musique baroque. Qu'est-ce que ça vous évoque personnellement ? La musique baroque, ça reste la musique. Disons que c'est la musique du XVIIe siècle, du début du XVIIIe siècle, mais ça reste... voilà, on a un peu trop tendance finalement à faire des catégories dans les différentes sortes de musique. Ça reste les musiques du XVIIe et du début du XVIIIe, en tout cas les bonnes, sont des musiques qui continuent de nous toucher profondément et de parler à un auditeur ou un spectateur du XXIe siècle. Donc pour moi, quand on me parle de musique baroque, musique romantique, bon, ça n'a plus grand sens maintenant. Alors, quelles sont quand même les caractéristiques musicales de cette musique ? Alors, bien sûr, cette musique-là, on l'interprète avec des instruments anciens ou des copies d'instruments anciens. Voilà, dont bien sûr les instruments, les clavecins, les théorbes, qui sont des sortes de grandes guitares à très longs manches, sont emblématiques. Mais à part cela, dans cette musique, on cherche à faire parler les passions avant tout. C'est une musique très rhétorique, c'est-à-dire que il s'agit d'émouvoir tout d'abord et de convaincre l'auditeur. Donc il y a toujours un discours, toujours sur le même, sous la même forme, un discours rhétorique. C'est exactement le même discours qu'ont les prêtres en chair. Quand ils prêchent, il faut émouvoir le fidèle et après le convaincre d'agir comme il faut. Alors, est-ce que vous, en tant que chef d'orchestre, c'est aussi votre rôle de convaincre ? Je dirais oui, absolument. De convaincre, aussi de faire trouver aux différents interprètes ce qu'ils ont en eux qui peut servir justement à convaincre, émouvoir l'auditeur et édifier pierre à pierre cet immense édifice qu'est un opéra de cette époque. Alors, convaincre, on le disait, 3 heures de musique tout à l'heure. Vous avez quand même un rôle très important pour garder cette énergie de la vôtre, mais aussi celle des interprètes qui est plus que primordiale. Comment vous y prenez-vous ? Comment je m'y prends ? Je dirais que c'est finalement très simple. Bon, cette tragédie, je m'en suis nourri depuis des années avant de penser à la faire. Moi, je me souviens très bien, c'était, je crois, en 1982 ou 83, Festival d'Aix, Jean-Claude Malgoire a donné Tancrède. J'étais pas à Aix, je n'avais pas l'argent pour me payer les places au Festival d'Aix, mais j'étais devant mon poste de radio France Musique, et puis à un moment donné, notamment au 4e acte, le grand air de Chlorinde, quand elle se met à chanter « Êtes-vous satisfait de voir gloire cruelle ?» Eh ben, je me suis rendu compte que je pleurais. Et ça a été pour moi la découverte de Tancrède. Ça reste, disons pour les amoureux de la musique de cette époque, ça reste un mythe. Et là, le mythe s'était réalisé. Et puis voilà, je me suis mis à pleurer. Et je me suis convaincu que cet opéra était sans doute l'un des plus importants de ce tout début du XVIIIe siècle. Et puis petit à petit, je me suis dit, un jour, il faudra que je le dirige.
Alors ce mythe-là, votre mythe-là, s'est réalisé puisque vous êtes aujourd'hui à l'Opéra du Grand Avignon pour cette direction. Qu'éprouvez-vous quand vous ressortez ces émotions-là en disant voilà, vous avez écouté Tancrède et ça vous a donné les larmes aux yeux devant votre poste de Radio France Musique et aujourd'hui vous êtes à la direction. Qu'est-ce que vous éprouvez? Ben, à la fois un immense bonheur et puis aussi un poids extrême parce il faut quand même être à la hauteur. Et, et donc les deux choses en même temps. Et l'idée que vraiment il faut absolument faire sortir Campra de cette voilà, on connaît un peu Campra, on connaît son requiem, on a monté finalement quelques-uns de ses opéras, dont l'Europe galante, Idoménée aussi, les Arts florissants ont enregistré Idoménée, qui est un très bel opéra aussi. Mais pour moi, Campra, c'est un compositeur finalement aussi important que l'a été Lully dans la première partie du règne de Louis XIV et que le sera Rameau vers le milieu du XVIIIe siècle. C'est pas seulement un jalon. Pour moi, Campra, c'est vraiment le grand musicien de théâtre de ce début XVIIIe siècle, fin XVIIe, début XVIIIe. C'est l'un des compositeurs qui se rapproche le plus de vous, qui mêle théâtre et musique à la fois? Ben, je dirais qu'effectivement, c'est un homme de théâtre extraordinaire. En plus, il a eu la chance d'avoir un librettiste. On parle toujours de Quinault et de Lully, mais Dancher et Campra, je dirais que d'une certaine manière, ça va quelquefois encore plus loin. C'est-à-dire que les vers de Dancher sont absolument somptueux. Pour moi, la devise de cet opéra Tancrède, c'est ce que dit Tancrède dans un de ses airs. Il dit « Héros sans gloire, amant sans espérance ». C'est à la fois le anti-héros, si on veut, puisque finalement, dans cet opéra, c'est Chlorinde qui va prendre toutes les décisions. C'est elle qui va décider, alors qu'ils se sont dit mutuellement leur amour, c'est elle qui dit « séparons-nous, combattons, chacun dans notre camp ». Et finalement, l'issue fatale est terrible, puisque Tancrède, la nuit, va combattre Chlorinde, qui aura revêtu les armes d'Argan, le général des Sarrasins, et donc va la tuer. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que Campra, dans la première version de son opéra, ne met pas en scène la mort de Chlorinde, mais la mort d'Argan. C'est une très très belle page de musique. Et à la reprise, je crois que c'était en 1737, il a réécrit une scène beaucoup plus épurée, avec juste l'accompagnement de la basse continue, quelques théorbes, la viole, où Chlorinde meurt dans les bras de Tancrède. Bien sûr, c'est cette scène qu'on a retenue pour les représentations prochaines, et c'est absolument... c'est une épure absolue. Il retrouve par là les quelques phrases qu'on voit dans le Combattimento de Monteverdi, de Tancrède et Chlorinde. Au moment où Tancrède baptise Chlorinde, il y a cette phrase absolument céleste qui sort de la bouche de Chlorinde mourante. Et là, on a le même effet. Et puis après, et juste après cette scène, on est totalement anéanti, liquéfié. Le désespoir absolu de Tancrède sur le cadavre de Chlorinde, un désespoir qui est exprimé non pas dans le mode mineur, mais dans un mode majeur, la majeure. Mais on parle des caractères, des tonalités, notamment Marc-Antoine Charpentier en a beaucoup parlé, et effectivement, ce la majeur terrible, rugueux, violent, c'est au-delà de toute on est au-delà de toute souffrance, c'est
voilà, le désespoir absolu. Et l'opéra se termine là-dessus, sur voilà, cette imprécation de Tancrède qui finit par dire « Je ne veux pour mourir que ma seule douleur ». Et l'opéra s'arrête comme ça. C'est d'une puissance dramatique incroyable. Est-ce qu'il y a des instruments qui font ressortir plus ou moins les émotions que l'on peut ressentir dans ces divers actes? Alors, ce qui est très intéressant aussi avec vous parlez de caractères, excusez-moi, hein, vous parlez oui. de caractères musicaux, vous parlez de la majeur, ça c'est vraiment la page musicale oui. globale. Oui. Mais est-ce que il y a des instruments particuliers qui font ressortir et qui dégagent particulièrement les émotions de douleur ou même de gaieté ou d'émotions fortes? Alors, Campra indique pour plusieurs pages une orchestration très particulière. Notamment, il y a dans l'acte 3, qui est l'acte de la forêt enchantée, il y a les flûtes, les violons, il n'y a pas les instruments graves de l'orchestre. Et tout ça crée une atmosphère très étrange. On est soi-disant dans une volupté, un bonheur, mais en vérité, on comprend qu'il y a quelque chose qui cloche. Effectivement, ces dryades, ces bergers, ces bergères sont des démons déguisés. Et à travers sa musique, à travers ses couleurs très étranges, Campra arrive à nous mettre mal à l'aise. Et je dois dire que là, avec Vincent Tavernier, le metteur en scène, on a travaillé en harmonie formidable. C'est vraiment un des metteurs en scène actuellement qui met en scène la musique. Il ne va jamais contre la musique. Ça, c'est une merveille pour un chef. Et je dirais que aussi pour l'interprétation de la musique de cette époque, on a aussi une grande liberté, c'est-à-dire que notamment dans ce qu'on appelle le continuo. Le continuo, c'est ce qui accompagne ce qu'on appelle les récitatifs et les petits airs qui ne sont pas accompagnés par tout l'orchestre. Et le continuo est très riche puisqu'on a une viole de gambe, une basse de violon, qui est un gros instrument qui a beaucoup de graves. On a 2 clavecins, 2 théorbes, donc qui sont théorbes ou guitare, ça dépend, on change suivant les caractères. Et puis j'ai ajouté aussi de temps en temps le basson qui caractérise justement tout ce qui est maléfique dans cet opéra, la forêt enchantée, l'enchanteur qui va mettre pendant un moment Tancrède sous son pouvoir. Et voilà, le caractère à la fois mystérieux de cette forêt, démoniaque. Alors, déjà, quand j'avais fait Amadis, il était question de la forêt enchantée. Dans tous les romans du XVIe et du XVIIe siècle, les chevaliers sont à un moment donné enfermés dans la forêt enchantée, qui est à la fois une forêt qui paraît tout à fait merveilleuse et qui est en fait une forêt remplie de démons et de forces obscures. Et avec justement l'orchestration, et l'orchestration qu'on peut aussi choisir, on peut créer comme ça des climats très différents les uns des autres. Je lisais dans votre parcours que vous agissez, vous organisez des actions pédagogiques avec les enfants. Est-ce que pour vous, c'est la transmission de la passion de la musique, c'est important dans l'évolution de chacun? Ça me paraît essentiel. Alors, pour moi, ce n'est même pas purement musical. On aide les jeunes gens et les enfants à se construire pour l'avenir. Alors parmi
parmi les pages, c'est-à-dire les enfants que je dirige à la maîtrise de Versailles, il y en a quelques-uns qui poursuivent dans la musique, mais il y en a d'autres qui vont faire tout à fait autre chose. Mais je dirais que pendant les années, en gros c'est presque 10 années qu'ils passent avec nous, en partant du jardin musical jusqu'à leur fin de parcours. Voilà, ils se sont construits. Moi, ce que je trouve absolument merveilleux, c'est pour la plupart des enfants, l'après-midi, c'est-à-dire quand ils viennent chez nous, voilà, bien sûr, le travail est très rigoureux, on est très exigeant, mais j'ai pas l'impression que ils viennent contraints et forcés comme ils pourraient faire quand ils vont à l'école. Non, non, c'est vraiment une passion. Et puis, c'est un endroit où ils savent que, voilà, ils se construisent, ils ont déjà des responsabilités énormes, parce qu'un enfant de 12-13 ans qui va assumer un rôle même de soliste lors d'un concert, voilà, c'est déjà, voilà, très tôt, on les met face à leurs responsabilités, on les aide bien sûr énormément, mais voilà, d'une certaine façon, nous leur sommes redevables de ce qu'ils nous apportent. Pourquoi vous avez souhaité intégrer ces actions pédagogiques ? Pourquoi ? Parce que ça me semble essentiel, notamment pour toucher des publics de plus en plus différents. Par exemple, à l'occasion de l'année Rameau, puisque nous sommes dans l'année Rameau, le 250e anniversaire de la mort de Rameau, nous allons faire, en collaboration avec des collèges de la ville de Trappes, qui est une ville, entre guillemets, un peu difficile, avec donc des collèges de cette ville, nous allons monter un acte des Indes galantes. Et alors, à la fois, les enfants de ces collèges vont se mêler aux pages pour interpréter les chœurs de cet opéra, mais en même temps, je compte montrer à quel point cette musique de Rameau peut être vraiment, entre guillemets, moderne, c'est-à-dire que peut-être à la reprise de certaines des danses, on va ajouter des guitares électriques, on va ajouter des instruments modernes, et puis il y aura des jeunes danseurs qui vont faire du hip-hop sur cette musique, et ça fonctionne très bien. La pluralité du public, pluralité des cultures aussi. Oui, c'est ce que nous essayons de toucher de plus en plus. Et moi j'avais été absolument ébloui quand on avait donné à Madis, lors de la Générale, derrière moi à l'orchestre, il y avait des enfants, mais tout petits. Je me suis dit, oh là là, est-ce qu'ils vont tenir pendant 3 heures pour écouter un... Il n'y a pas eu un bruit. Il a suffi que je me retourne juste avant de commencer l'ouverture et que je leur dise, maintenant, faites silence, on va rentrer dans la forêt enchantée. Et je vous assure que d'un bout à l'autre, on a eu un auditoire incroyable. Vous pensez que Tancrède peut s'adresser aussi à un jeune public ? Ah oui. Complètement. À partir du moment voilà, où on parle des... En plus, c'est très spectaculaire. Il y a la danse, il y a voilà, de l'action sans cesse sur scène. C'est quand même... Il y a presque des combats sur scène entre les Sarrasins, les Francs. Et je pense que pour un jeune public, ça ne peut être que éblouissant. Merci beaucoup, Olivier Schnebeli. Merci. Je vous en prie.